Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'interviewe Christophe Opé, qui est le créateur de Bosel, une marque de montres de luxe en Australie. Dans cet épisode, vous allez apprendre comment un Alsacien s'est retrouvé à créer une marque de montres à l'autre bout du monde. Vous allez apprendre comment identifier une opportunité et la tester même si vous partez de zéro. Vous allez apprendre comment monter une boîte à succès quand vous avez un job à plein temps et que vous habitez, comme Christophe, à Sydney, où les loyers sont très élevés, et quand vous avez plusieurs enfants et que vous devez nourrir votre famille. Et finalement, on parlera du canal marketing qui a généré plus de 100 000 $ de ventes en un mois. C'est vraiment un épisode qui m'a éclaté à faire. C'est un épisode qui justifie à lui seul l'existence d'un podcast comme Marketing Mania pour moi, d'un point de vue personnel, parce que ça me permet de prendre contact avec des gens qu'autrement j'aurais difficilement pu contacter, que j'aurais même pas su qu'ils existaient. C'est Christophe qui m'a contacté pour me dire qu'il avait une expérience intéressante et qu'il aurait envie de la partager dans le podcast. Quand j'ai découvert ce qu'il faisait, j'ai tout de suite voulu l'avoir sur le podcast parce que c'est quelqu'un qui sort complètement du moule de créer du contenu, YouTube, le blogging, le podcasting, etc., qui est quelque chose qui évidemment fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien pour moi, mais il y a d'autres chemins. Et ici, on a le chemin de quelqu'un qui a créé une marque de montres de luxe, qui a développé une certaine vision client, qui a développé un business model très spécifique, qui a vraiment mis en place les bons canaux marketing et la bonne démarche pour pouvoir vendre ça. Donc c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode avec Christophe. Salut Christophe, bienvenue sur le podcast. Salut Stan, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait très plaisir. C'est cool, c'est pas mal qu'on puisse commencer en vendant un peu du rêve aux auditeurs, ou en tout cas en parlant un petit peu de là où tu habites, parce que tu me disais juste avant de commencer l'enregistrement un petit peu comment commencer ta journée. Bah oui, je me lève assez tôt, par contre, ça va pas faire rêver beaucoup de monde. Alors, il est 5h30, il fait nuit, c'est l'hiver là en ce moment, il fait froid, mais alors j'arrive dans un endroit absolument magnifique à un quart d'heure d'ici, qui est Manly. Les gens qui ont voyagé en Australie vont connaître Manly. Et je nage 1,5 km dans l'océan. C'est un véritable, c'est incroyable de nager là-dedans. C'est comme si tu étais dans un aquarium et que tu cherchais Nemo. Et c'est là où je nage. Et il y a des raies, il y a des petits requins des fois, il y a des poissons de toutes les couleurs. Il y a le soleil qui se lève à 6h30. Et je commence la journée comme ça. Non seulement je fais du sport, mais en plus, il y a une énergie d'être dans les éléments. Parce que des fois, il y a des bonnes vagues. Donc, c'est pas une petite nage en piscine, c'est l'océan. Des fois, on se fait un peu peur. On pense toujours aux requins parce qu'on est quand même en Australie. Ça vient, ça part. Enfin bref, c'est juste incroyable de se réveiller comme ça. Et la journée après, elle démarre, mais tu peux pas avoir une journée moyenne. Après une nage comme ça, il n'y a pas de journée moyenne et que des journées à fond, quoi. T'es à fond et c'est ce dont on a besoin en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que tu es allé en Australie à l'origine ? Non, c'est pour Alex que j'avais rencontré à Genève, une magnifique danseuse contemporaine originaire de Sydney, et elle m'a montré l'Australie. Je suis venu et c'est moi qui ai insisté après pour bouger parce que c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Ça fait combien de temps que tu vis en Australie ? Ça fait maintenant 8 ans. Ok. 8 ans, ouais. Ok. Et ta marque, tu l'as lancée à partir d'il y a 7 ans, quelque chose comme ça, à peu près au même moment ? Oui, en fait, quand je suis arrivé, j'arrivais en tant que directeur financier. Je travaillais pour le Swatch Group, qui s'appelle Universo à la Chaux-de-Fonds. Et j'ai bougé en Australie. J'avais pas de travail, je suis venu sans rien. J'ai cherché du travail et impossible de trouver du travail. Ils sont un peu comme dans le monde entier. C'est pas facile quand tu veux arriver dans un endroit. C'est la même chose à Bangkok, c'est la même chose partout dans le monde, je pense. Difficile de faire sa place, mais bon, il faut y aller. Pendant 7 mois, je n'ai pas trouvé de travail, alors que je pensais que ça allait être hyper simple pour moi de trouver du travail. Et donc, j'ai commencé à faire des échantillons. Et parce que voilà, et puis je les ai montrés. Et c'était la première marque. Il n'y avait pas de marque australienne, ça n'existait pas, une marque de montre, ça n'existe pas à l'époque. Et depuis, voilà, j'ai créé Bosel. Et depuis, je crois qu'il y a une marque de montre qui se crée au moins tous les mois en Australie maintenant. Et Inspiré ouais, par ton exemple, du coup ?
Bah écoute, oui, clairement, c'est un exemple qui est dans le monde entier. Ça, c'est de plus en plus facile de créer une marque de montre, mais pas n'importe quelle marque de montre. C'est facile de créer une marque de montre où tu vas acheter des modèles qui se ressemblent un petit peu tous en Chine et tu les revends et tu mets une marque dessus, mais c'est à peu près la même que l'autre. Ou bref, donc ça c'est assez facile. Créer une marque comme Bosel, c'est différent et je suis le seul en Australie à offrir ce niveau de qualité suisse et c'est ce qui fait qu'on est différent. Et c'est ce qui fait que récemment, l'Opéra de Sydney, qui est quand même un monument mondial, on peut le dire, comme le Taj Mahal, la Tour Eiffel, on connaît l'Opéra de Sydney, a contacté Bosel pour que je dessine une montre pour eux. Et cette montre, elle à l'intérieur, dans quel contexte? Quand tu vas à l'opéra, c'est vendu dans leur boutique ou ça fonctionne comment? Exactement, c'est vendu dans leur boutique. Et moi, mon concept avec la marque, c'est qu'on garde un morceau d'Australie dans la couronne. Normalement, c'est de la terre rouge, c'est du sable, mais avec l'opéra, c'est une tuile qui était sur le toit. Et elles sont super rares. Elles ont été fabriquées par une usine en Suède. Et j'ai eu la chance d'en avoir une que j'ai complètement détruite en petits morceaux et que j'ai mis dans mes montres. Et les gens peuvent acheter un morceau de l'opéra et en Australie, c'est quelque chose. Et je suis toujours intéressé quand tu vois un deal comme ça, notamment avec une telle institution, de comprendre quelle est la motivation qui se trouve de l'autre côté. Donc, à ton avis, c'est quoi la motivation pour l'Opéra de Sydney de travailler avec toi? Qu'est-ce qui les a convaincus de se dire, tiens, il faut qu'on fasse une montre avec ce gars-là? Alors, déjà, c'est ça qui s'est passé, c'est que c'est eux qui nous ont contactés. Et donc, ils se sont dit, ben, on a donné déjà des licences à Lego, par exemple. Donc, ils donnaient une licence à Lego pour faire un Lego qui a la forme de l'Opéra de Sydney. Et voilà. Ils ont donné une licence à un fabricant de bagages. Mais avec Bosel, ils voulaient faire autre chose. Ils voulaient créer une montre avec une marque. Et bien sûr, une marque australienne, parce que c'est quand même australien. Et la marque australienne qui fait des choses bien, ben voilà, c'est Bosel. Et puis on est à Sydney et donc voilà, ils nous ont contactés, on s'est assis. Là, ils nous ont parlé d'une collaboration. Donc c'est le Sydney Opera House Watch by Bosel. Donc ils m'ont payé en avance la production que j'ai livrée et que eux ils vendent. Donc parfait, hein, le deal parfait. Ok. Je veux qu'on revienne un peu en arrière parce que je pense que les gens se posent quand même la question. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu es arrivé et que tu as commencé à créer des échantillons. Donc, pourquoi une marque de montre? Bon, écoute, j'ai toujours été passionné par la montre. J'ai grandi en Arabie Saoudite et à Riyad. Et je suis né en Alsace, j'ai grandi en Arabie Saoudite. Et mes parents m'ont perdu un jour dans le souk à Riyad et ils m'ont retrouvé. En fait, j'étais en train de négocier une montre, les vieilles Casio avec la calculatrice. Hein. Et j'étais en train de négocier ça avec le vendeur. Et mes parents, ils n'ont pas trop apprécié m'avoir perdu, mais ils m'ont pas acheté la montre. Mais je m'en souviens. Et j'ai toujours aimé les montres. Je sais pas, j'ai toujours aimé cet objet. Je sais pas, c'est un peu comme une voiture, mais en petit, il y a de la mécanique, des machins. Enfin, je sais pas, j'ai toujours aimé. Et j'ai fait une école de commerce, une prépa HEC, une école de commerce. Je suis rentré chez PricewaterhouseCoopers en tant qu'auditeur, enfin le bon soldat. Ensuite, j'étais au Luxembourg, ensuite en Suisse. Et arrivé en Suisse, là, j'ai eu un choix à faire. Soit je continuais comme tous mes potes en private equity, en investment funds, banking, voilà, tout ça. C'est tout ce que je déteste voilà, dans notre société. Tu détestes ça d'un point de vue éthique ou d'un point de vue du boulot? D'un point de vue éthique, ouais, d'un point de vue éthique. L'argent pour l'argent, c'est vraiment pas du tout mon truc. Donc je voulais vraiment en sortir. Et là, je me suis dit, bah, je vais me donner toutes mes chances et je vais essayer de rentrer dans ce qui me passionne, c'est l'horlogerie. Et donc j'ai écrit des lettres, c'est vraiment marrant. Je choisissais le papier dans des. Et je me souviens, il est tout marbré. Enfin, c'est super kitsch, mais je voulais vraiment y arriver, quoi. Et j'ai envoyé. Attends, tu écrivais des lettres sur un papier marbré à ton employeur potentiel? Exactement. C'était kitsch, quoi. Mais je voulais vraiment sortir du lot et je voulais vraiment tu vois, qu'il me sélectionne, qu'il me demande de venir pour un entretien. Moi, j'envoyais des vidéos. Donc, en fait, le premier job de rêve que j'ai vu, c'était, il y avait un blogueur que je suivais qui était mon idole. Et un jour, le mec propose un truc, venez, devenez nomade digital et venez travailler avec moi en Colombie.
Le mec s'était installé en Colombie et tout, et il était là, il a engagé des gens, etc. Et moi, j'avais à l'époque, je devais avoir 19 ans, je pense. J'étais encore en école. Je me suis dit, ah, c'est le meilleure opportunité de ma vie et tout. J'étais prêt à quitter mes études pour aller déménager en Colombie et bosser avec ce mec. Et donc, du coup, je lui avais envoyé une série de vidéos où je présentais. Je me dis, ouais, il va voir que je suis le mec le plus motivé au monde. Ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché, Mais malheureusement. non! T'as eu une réponse au moins Oui, ou... et en fait, il m'avait répondu, genre en mode non, désolé, ça n'a pas marché, etc. Tu as un truc poli. Mais par contre, je l'ai rencontré en personne des années plus tard, peut-être 4 5 ans plus tard, et il se souvenait de qui j'étais. Tu vois, Ah, dans le sens où ça n'a pas marché pour avoir le job, mais c'est vrai que ça a sorti du lot. Je suis sûr que si tu reviens un jour, ils se souviendront de tes lettres marbrées. Ah oui, et toi, t'en as envoyé un. Moi, ouais, je sais pas, 10, 20. Et sur les 10, 20, j'ai eu un boulot. Donc, tu ouais. vois, il faut, ouais, c'est. Mais je l'ai eu ce boulot et j'étais directeur financier. Donc, j'ai à 28 ans, donc c'est pas mal quand même. J'ai le plus jeune directeur financier dans l'industrie horlogère à ce moment-là, à 28 ans. Et j'étais directeur d'une marque qui s'appelle Technomarine et basé à Genève. Et voilà, j'étais dans mon dream job. Quoi. Là, c'était voilà. Donc c'est là comme ça que je suis rentré dans l'horlogerie pour répondre à ta question. Et puis après, ben voilà, de fil en aiguille, arrivé en Australie, après une carrière dans l'horlogerie, je savais pas quoi faire. Ben voilà, je suis lancé à faire des montres moi-même. Donc, tu arrives en Australie, donc tu as l'expérience de l'horlogerie, donc logiquement, tu te dis, bah, tiens, je vais faire lever sur cette expérience-là. Euh, Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas pouvoir monter ta propre marque? Parce que surtout qu'en plus, tu venais à l'origine, toi, du côté financier. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que, bah, tiens, les montres, je vais trouver une opportunité là-dedans, de monter un nouveau truc? Je suis dans le chercher. Alors j'allais voir les recruteurs, donc je prenais mon train de banlieue, qui n'a rien à voir avec le train de banlieue qu'on peut connaître en France, mais bref, c'est quand même un train de banlieue. Et de chez mes beaux-parents en ville, et je regardais les poignets des gens, quoi, et je voyais mais que les mêmes montres. C'était des marques japonaises qu'on connaît tous, et ils avaient tous les mêmes montres, tous. Et je me suis dit, mais attends, mais il y a plein d'argent en Australie. C'est un pays, les gens, tu vois, un couple en ville, c'est pas rare. Si lui, il gagne 200, elle gagne 150 000 par an. Un couple à 350 000 Australian dollars, ça fait entre 250 et 300 000 euros. C'est presque normal, quoi. Donc, ils ont de l'argent. Et ils adorent, ils sont super patriotiques, ils adorent tout ce qui est australien et ce qui vient d'Australie, et il y en a pas beaucoup. Et donc voilà, donc je me suis dit, bah tiens, il y a quelque chose à faire, il faut créer une marque de montres australiennes, et voilà. Pourquoi est-ce que tu penses que tu as été le premier à y penser? Et pourquoi est-ce que c'est un Français qui a pensé à... T'es Français ou t'es Suisse à l'origine? T'es Français, t'as dit que tu Je venais suis même pas d'Alsace. fier. Ouais. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un Français qui a eu cette idée Comment t'expliques que personne ne l'ait fait avant? Bah, déjà d'une, il y a quelque chose de très australien, le Tall Poppy Syndrome. Ça, c'est australien, c'est connu. On n'aime pas les gens qui dépassent trop. Ça, c'est un truc qui est assez connu, quoi. Et c'est toujours des étrangers, généralement des Britanniques, dus aux colonies et tout ça, qui généralement sont les entrepreneurs et qui développent des choses et qui vendent l'Australie au monde, en fait. Et ça a toujours été le cas. Et nous, on a cette expérience en France du luxe avec les plus grandes marques, et ce savoir-faire, cette attention aux détails, voilà, on a un peu quelque chose de différent, et que peut-être les Britanniques n'ont pas, en tout cas pas dans la montre. Avec l'expérience de la Suisse, c'est quand même ce qui se fait de mieux. Donc voilà, donc je pense que ouais, c'est venu de moi, ça pouvait venir de quelqu'un d'autre, mais je pense qu'on a quand même ce petit plus venant d'Europe qu'ici ils n'ont pas. Il y a un côté où parfois les gens se disent que bah, si c'était une bonne idée, il y aurait déjà quelqu'un qui l'a fait. Euh, Est-ce que tu avais ce sentiment? Ah bah oui, tout le monde me disait que c'était complètement débile, qu'il y en a plein qui ont essayé avant, que bien sûr, j'ai eu ça de grands pontes dans l'horlogerie, hein, qui m'ont dit, ah, t'as vu, j'ai mon copain qui a déjà essayé, il a cramé des centaines de milliers, ça n'a pas marché, machin, enfin bon, ouais, aussi, bien sûr, Ouais. bien sûr. Et qu'est-ce qui a fait que tu as été capable de continuer malgré ça? Ah bah il
il y avait pas beaucoup. Alors voilà, je travaillais à côté, donc j'avais toujours le net de sécurité. Donc, entre-temps, tu avais trouvé un job entre le temps où tu avais débarqué et le moment où tu as monté la marque? Exactement. Donc j'ai travaillé pour Morgan Stanley. Donc là, je tournais du côté obscur. Mais c'était juste parce qu'ils payaient extrêmement bien. Donc voilà. Et puis après, dès que j'ai eu une opportunité pour travailler pour Hurley, la marque de surf qui appartient à Nike. Et ça, c'était génial parce que là, j'étais en Australie, à Ouais. côté de la plage, et je travaillais dans le surf. Voilà, on ne pouvait pas rêver mieux. Tu surfes, toi? Non, allez, non. Allez, voilà. J'aimerais bien, j'en rêve, dans ma tête, voilà, mais c'est beaucoup de commitment quand même. Tu surfes, toi? Ouais. Non, non. J'ai toujours eu cette tentation et en même temps, je suis pas très bon nageur, donc je me suis dit c'est un peu dangereux. Il y a des étapes à faire avant. Peut-être qu'il faut que j'apprenne parce que dans l'océan, je suis pas à l'aise, hein. Ah ouais. Donc ouais, je pense qu'il y a quand même quelques étapes supplémentaires à faire pour que ça soit vraiment sécuritaire. Donc, si maintenant cette idée que tu vas faire une montre créée en Australie, du coup, tu as cette idée il faut inclure une petite pièce d'Australie à l'intérieur. Ça, c'est une idée que tu avais dès le départ ou c'est venu plus tard? Alors, je cherchais un concept. Alors, une montre australienne, ok, super. Ouais. C'est déjà un bon début parce que ça n'existe pas. Donc, c'est déjà un bon truc. Mais je disais, c'est pas assez. Je savais pas qu'il y avait d'autres qui allaient faire la même chose et que justement, il fallait un truc supplémentaire pour se différencier. Mais là, je marchais sur la plage et mes beaux-parents ont une maison au bord du lac. Allez, je vais vous faire rêver encore un petit peu. À 1 heure et demie au nord de Sydney. Donc, on a une vieille maison qui appartenait au grand-père et il y a juste le gazon et le lac en face. Et à 10 minutes, il y a l'océan. Et justement, je marchais sur cette plage et il y a un endroit où il y a du sable, bien sûr, mais de la terre rouge aussi, quand même très distinctive en Australie. La terre rouge, on connaît tous un peu. On voit un kangourou, une terre rouge, Uluru, tout ça. Et donc la terre rouge, elle était là. Et le charbon. Le charbon, il n'y a même pas besoin. Il suffit de se baisser en Australie pour avoir du charbon. C'est pour ça qu'il est si peu cher, c'est qu'il n'y a pas besoin de creuser, il a même la surface. Et à cet endroit-là, par hasard, il n'y en a pas beaucoup d'endroits comme ça, il y a ces éléments. Et j'ai pensé à mon ami Yvan Harpa, qui avait à l'époque, qui a une marque, ça s'appelle Artia, où il avait à l'époque, pour Romain Jérôme, mis une partie il y a le volcan en Islande qui avait bloqué toute l'Europe, plus d'avions. Tu te souviens, Stan? Ouais, je me souviens, ouais. Et donc lui, il avait récupéré de la poussière, des cendres de ce volcan et il l'avait mis sur la face de la montre. Et ça avait fait un peu un scandale, ça avait fait un truc, tout ça. Et puis là, je me suis dit, ah, tiens, c'est ça, les éléments, tout ça. Voilà. Et puis, je ne voulais pas le mettre sur le face, que ça ne tenait pas bien. Donc, je l'ai mis dans la couronne, qui est le remontoir où on change l'heure. Je l'ai mis dedans. Et voilà. Donc, voilà, le concept était né de mettre des éléments. Et puis, en fait, l'Australie est riche. Pourquoi? Parce qu'elle exporte son iron ore, son steel, tout ça. On est riche en exportant ça à l'Asie, donc c'est les éléments, et puis on a tous les images. Quand tu passes, tu penses à quoi? Quand je te dis Australie, tu penses à quoi? Ouais, tu penses à la vision dans le désert avec la terre, la couleur, quoi. La couleur riche. Ouais. La plage aussi, tu penses à la Ouais, c'est plage, ça. Ouais. Ouais, tu penses au kangourou, au Uluru, l'Opéra de Sydney, le Harbour Bridge, tout ça. Enfin voilà, donc c'est ça que j'ai envie de vendre. C'est les images qu'on a d'Australie, que les Australiens ils se rendent pas compte. Eux, c'est là, oui, c'est là, mais ils se rendent pas compte que c'est magnifique et que ça fait rêver le monde entier. Donc, du coup, ta cible avec cette idée-là, c'est de le vendre aux Australiens ou c'est de le vendre aux étrangers? Alors, tout le monde pense que c'est un produit que les étrangers, que les touristes vont adorer. Effectivement, ils l'aiment, mais je suis pas devant. La première fois où je suis devant les touristes, c'est avec le Sydney Opera House. Moi, je suis vendu dans le Galerie Lafayette local. Ça s'appelle David Jones, c'est le department store qui est très haut de gamme en Australie. Je suis vendu au musée d'art contemporain à Sydney. Je suis vendu dans des bijouteries très haut de gamme. Donc voilà. Pour revenir au process, du coup, comment est-ce que tu passes de l'idée au produit? J'imagine que tu avais des contacts où tu avais une idée de comment ça fonctionnait, mais par contre, tu ne devais pas avoir un capital qui était énorme pour démarrer.
Et donc, du coup, comment est-ce que tu passes de cette idée au premier produit? Alors, oui, tu as raison, parce que je suis arrivé ici, j'avais un petit peu d'argent en 2010, mais j'ai utilisé pour être ici, j'avais une famille, j'ai utilisé, donc j'avais plus beaucoup d'argent au moment de lancer la boîte, donc il me fallait de l'argent. Donc je suis allé voir, on a eu la chance en fait d'avoir un détaillant qui s'occupe de l'aéroport de Sydney, il s'appelle Nuance, un groupe de Suisse, et qui a la concession de l'aéroport de Sydney, et qui a vraiment bien aimé la montre et le concept, et m'a acheté la moitié de la production. À Et l'avance l'autre ou tu avais déjà produit? en avance. Un D'accord. truc de fou. Ça correspondait à combien d'exemplaires? C'était, alors j'ai À la fait louche. 1500 montres le premier batch. Donc Ok. ils achètent 750 montres, enfin non, ils achètent l'équivalent en argent de 750, enfin tu vois, il y a ma marge. Mais Ouais. ils en ont payé moins, mais en argent, ils ont payé la moitié de la production. Ils ont payé la moitié de la production des 700, ils ont payé 750 montres en produites. Ok. Et puis les autres, j'ai trouvé un investisseur, un Français, qui habite ici, fortuné, et qui m'a prêté l'autre moitié. Donc, le process là, c'est tu as une idée, tu vas trouver des fournisseurs qui sont capables de réaliser cette idée, et du coup, tu vas prévendre ou tu vas préfinancer cet ensemble de production avec ton devis, etc. La moitié, du coup, directement à un client et l'autre moitié sur un investisseur. Exactement. Incroyable. Et après ça, du coup, j'imagine que tu étais parti, les montres que tu avais du coup financées avec l'investisseur, tu les as vendues comment? Bah ouais, elles se sont vendues à l'aéroport. Et c'est pas mal de commencer à l'aéroport. C'est un bon tremplin de Ouais. passer de rien à aéroport de Sydney avec des millions de passagers par an. C'est bien. Et donc voilà, donc ça, après, ça allait assez vite, quoi. Ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est le PR, le RP. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, J'ai les eu relations publiques. des relations publiques, j'ai eu des articles incroyables dans les plus grands médias australiens, dont un qui s'appelle le Sydney Morning Herald, qui a fait un article en 2014. Donc là, j'avais déjà lancé la marque depuis 3 ans. Et, euh, et en un mois, après cet article, on a vendu pour $100 000 de montres online. Donc j'avais $100 000 sur le compte en banque en 3 semaines après cet article. Et c'est là où j'ai arrêté de travailler. Ok. Donc, ça, faut qu'on parle tout à l'heure de comment tu as arrêté de travailler. Juste avant ça, c'est intéressant sur l'idée de la presse. Et peut-être on peut parler également de la manière dont tu avais ce contact à l'aéroport. Ça venait d'où? C'était un contact que tu avais par ailleurs, par la Suisse? Alors non, alors ça, quand je suis arrivé en Australie, il y a une personne qui est un peu devenue mon mentor, qui s'appelle Maxime Elg, un Français qui était, tiens-toi bien, il était directeur de quartier Asie-Pacifique pendant D'accord. 18 ans. Ouais. Bureau à Hong Kong, bureau à Singapour, vraiment un gars incroyable, il connaît tout le monde, et c'est pas il connaît tout le monde, c'est tout le monde le connaît, et le connaît pour étant quelqu'un d'absolument incroyable, humble, mais d'une connaissance, enfin vraiment quelqu'un de top. Et il a entendu parler, parce que quand je cherchais un investisseur, je parlais à des gens influents sur Sydney dans la communauté française. Et il a entendu parler de moi à travers une de ces personnes. Et il m'a contacté, il m'a dit c'est super ce que tu fais. Et puis là, lui, il a prévendu à Nuance. Il est allé, et puis il a dit voilà. Donc voilà, il te faut quelqu'un quand même de ce niveau-là. Si moi j'étais allé, mais déjà, il m'aurait même pas accordé un rendez-vous. Et du coup, qu'est-ce que lui voit en toi? Parce que j'imagine que des gars qui ont des idées, qui ont un projet et qui toquent des portes et qui essayent de lever de l'argent, il y en a pas mal. Et lui, qu'est-ce que tu penses que lui voit en toi qui lui donne envie de te soutenir ou de te filer un coup de main? Bon, écoute, on va pas négliger le fait que je sorte du moule avec PricewaterhouseCoopers, CFO, tout ça. Ça doit quand même donner un petit peu confiance aux gens. Ils doivent se dire, ouais, bon, le gars, ouais, il est passé par là, il sait travailler, il a dû travailler dur à certains moments. Enfin bref, une certaine rigueur, une certaine éthique.
Voilà, le fait que je sois alsacien aussi, ça jouait. Mais non, je sais pas. Bref, voilà, je sais pas. Et puis Pourquoi? après, Parce effectivement, que la lui est alsacien ou parce que les Alsaciens, en règle générale, ont une bonne réputation? ouais, non, mais ça, je rigole, oui, parce que Ok. les Alsaciens ont une bonne réputation. Non, non, je rigole, mais par contre, effectivement, on est, c'est la rigueur germanique. Et, Ouais, ok. Les plus allemands de tous les Français, en fait. exactement, exactement. Non, non, je rigole là. Mais par contre, je pense aussi la passion. Je suis passionné par ce que je fais. Je suis complètement passionné par ce que je fais. Donc, il a dû sortir ça. Ok. Et donc, on passe de ça. Le point que tu as mentionné tout à l'heure et sur lequel je veux qu'on revienne, c'est, tu dis, c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon job. Donc, pendant combien de temps est-ce que tu as continué à monter la boîte et à faire ton job à côté? Alors, ça a duré, alors vraiment depuis le début, c'est 4 ans, mais c'est vraiment 3 ans à partir du moment où j'avais les échantillons et tout ça. Donc, 3 ans où j'ai travaillé à côté. Et voilà. Et un jour, je me posais toujours la question, mais alors, je suis un peu plus vieux, Stan. J'ai 43 ans. J'ai 2 enfants. Lucas, il a 9 ans. Théo, il a 7 ans. Et ma femme est une ancienne danseuse professionnelle et en reconversion. Donc, elle étudie. Elle fait médecine ici. Elle réussit incroyablement bien, mais toujours est-il que c'est des longues études et qu'on n'a pas, et que Sydney c'est très cher. Un loyer à Sydney c'est $3 000 par mois pour quelque chose de tout à fait normal, rien d'exceptionnel. Il n'y a pas la vue sur l'océan. Et donc il faut en sortir un petit peu de l'argent tous les mois pour ne serait-ce que payer les expenses, mais après, comme tu le sais, avec une marque, ben, il faut payer pour le stock, et le stock de montres est extrêmement cher. Et donc, il faut pouvoir non seulement penser à toi, mais aussi à te dire, ben, j'ai une facture de 100 000 balles qui arrive et il va falloir la payer, sinon j'ai pas de monde à vendre. Hmm. Euh, une expérience que je connais pas mal de gens qui ont bossé notamment sur Amazon et qui ont ces systèmes voilà, de stock où en général ils vont vendre du produit, ils vont avoir une marge dessus, mais en fait s'ils veulent grossir, ils sont systématiquement obligés de remettre tous leurs bénéfices dans le prochain stock pour pouvoir continuer à développer leur vente. Et en fait, même si sur le papier ils font pas mal de bénéfices, en fait le cash flow que eux peuvent en sortir est souvent assez faible pendant une longue période, en fait, le temps de vraiment pouvoir monter leur stock, et ils se retrouvent à avoir en fait réalisé plein de bénéfices qui sont entièrement coincés dans leur inventaire. Et c'est un truc qui était drôle, c'est que j'ai un copain qui a eu cette expérience, c'est Paul, avec qui j'enregistre ce podcast Nomad Digital. Et on avait lu ensemble, on avait lu chacun de notre côté, mais on avait parlé ensemble de la biographie du fondateur de Nike, qui lui, pareil, pendant 15 ans, il avait un job à côté, alors que sa boîte explosait, il doublait, je crois, chaque année leur vente, et sa boîte explosait, et pendant 15 ans, il continuait à bosser à côté, ou peut-être pas pendant 15, peut-être 10, parce qu'il y avait cette histoire de stock où il fallait toujours réinvestir tous ses bénéfices pour pouvoir continuer à grossir, et parce que le mec avait une ambition énorme, et il voulait pas être satisfait de ce qu'il avait, il voulait pouvoir développer, et comme il n'arrivait pas à l'époque à vraiment lever des sommes d'argent qui étaient extrêmement significatives, ce qu'il faisait, c'est qu'il empruntait pour acheter un stock, pour ensuite le vendre, etc. Et c'est intéressant par rapport au produit fixe que tu dis, parce que du coup, j'imagine il te faut vraiment grossir ton business à une bonne taille, effectivement, pour pouvoir avoir la sécurité de te dire que je peux tirer de ce business le cash flow dont moi j'ai besoin pour vivre sans sacrifier ma croissance de l'autre côté, quoi, sans se dire que bah, tiens, je peux plus faire mes commandes. Ah ben là, tu me rassures de m'avoir dit ça sur le fondateur de Nike. C'est génial, ça. Effectivement, j'ai bossé pour Nike, je savais pas ça. Lui, je crois que c'est un comptable. C'était un comptable. Oui, il était comptable. Je me demande si. Je ne sais plus à quelle boîte travailler, mais il était effectivement comptable. D'ailleurs, ce bouquin-là, qui s'appelle Shoe Dog en anglais, est vraiment dément si Ah, tu es amateur wow. de biographie. Ouais, ouais. C'est une drôle d'histoire, la manière dont le gars commence. Et en plus, il y a quelques aspects qui font Phil penser à une Knight. histoire. Là. Ouais, ouais. C'est ça, Phil Knight, non? Ouais, Phil Knight, ouais, ouais, ouais. Il a commencé en allant toquer chez des fournisseurs au Japon, essayer de les convaincre de les laisser distribuer leurs chaussures aux États-Unis, tu vois. Donc, c'est assez drôle. Euh,
Ouais, du coup, Ouais, on a parlé. ça, Shoe Dog, tu dis? Ouais, Shoe Dog, ouais. Euh, de Phil Knight. Vraiment, vraiment excellente biographie. Bah, Euh, elle me rassure parce qu'effectivement, bah, c'est clairement la situation dans laquelle je suis, où la boîte grossit, et je n'ai jamais eu aussi peu d'argent que maintenant, quoi. ouais. Voilà, Mais bon, tu sais que ça grossit, tu vois le tunnel, tu vois le bout du tunnel, voilà, c'est comme ça, hein. Mais du coup, quand on dit j'ai aussi peu d'argent, parce que je pense que tout le monde ne voit pas nécessairement les implications là-dessus en termes de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, sur le papier, tu réalises des bénéfices et sur le papier, la valeur de ta boîte se développe, mais tout cet argent-là est réinvesti en fait. Et donc, du coup, toi, tu peux pas en tirer un salaire. Parce qu'en fait, je pense que c'est peut-être intéressant de rentrer là-dedans parce que toi, tu as un petit parcours là-dedans. Mais en fait, quelle est l'implication, par exemple, de toi à partir du moment où tu reprends de l'argent de la boîte et dans quelle mesure est-ce que ça va t'empêcher de grossir, tu vois? Dans quelle mesure est-ce que toi, ton train de vie affecte la possibilité pour ta boîte de grossir? Ouais, bah, la chance, et ça, voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, mais j'ai une chance énorme, c'est que Alexandra, ma femme, est une ancienne danseuse et elle a pas du tout de goût de luxe, et c'est plutôt elle qui m'a toujours dit, mais tu peux vivre différemment. Moi, à Genève, je gagnais une fortune, j'avais une voiture de luxe, j'habitais pas loin du lac, des bouteilles de champagne, mais je ne même pas le prix. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et là, maintenant, c'est complètement l'inverse. Et c'est vrai que enfin, quand on dit enfin, qu'il faut passer par là, effectivement, je crois qu'il faut passer par là. Et c'est voilà, donc j'ai cette chance, j'ai ce support, ce soutien. Et après, on peut quand même vivre. Hein. Mhm. On peut louer une maison à 15 minutes de la plage, à Sydney, une voiture. On a tout le confort moderne. Donc, je vais pas faire pleurer les gens qui écoutent, mais c'est effectivement difficile. Et il faut des sacrifices. Il y a rien sans rien, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Mhm. Moi, j'y pense pas mal. Après, du coup, c'est un autre contexte, mais dans le contexte aussi de là où tu vas choisir d'habiter. Bon, toi, du coup, tu habites en Australie, donc ça s'implique moins, mais je trouve ça intéressant quand les gens prennent la décision, par exemple, de déménager en Thaïlande ou au Vietnam ou aux Philippines ou en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est pour vraiment se dire, tiens, écoute, je vais gagner moins d'argent, mais je vais investir dans des actifs en fait et je vais développer cette boîte. Et du coup, voilà, le fait de l'impact de ton train de vie sur le développement de la boîte, je trouve que c'est un concept intéressant et notamment par rapport au nomadisme digital, par rapport à là où tu vas choisir d'habiter, par rapport à comment tu vas vivre. Ça a plus d'impact que les gens pensent. Et moi, je vois beaucoup de gens qui là-dessus le voient pas, tu vois, qui le voient pas et qui se disent, OK, bah, je vois tous ces mecs-là qui réussissent et ils ont tous des Lamborghini et tout. Ouais, c'est ça. Et sur l'idée qu'en fait, ta Lamborghini, combien elle t'a coûté dans le développement de ton business, tu vois? Tu aurais pu engager une personne, t'aurais pu avancer. Voilà, je suis peut-être une divagation de ma part, mais je trouvais l'idée intéressante. Ce que je veux voir avec toi, c'est ce moment critique au moment où tu décides de quitter ton job, c'est quoi ta mentalité? Est-ce que malgré le succès que tu avais eu, etc., est-ce que tu avais encore une appréhension par rapport à ça? Écoute, c'est bizarre, mais j'ai aucune peur du précipice, quoi. J'ai aucune peur. Ah bon? Voilà, je sais, enfin, tu sais, en anglais, on dit un entrepreneur, c'est un gars que tu pousses en haut de la falaise et qui construit son avion en tombant, quoi. Ouais. Et bah, c'est ça, quoi. Voilà, donc, et vu que j'ai le soutien de ma femme, mes enfants, bien sûr, ils comprennent rien. Mais tu vois, enfin, j'ai le soutien. Ben, voilà, alors je dis pas que c'est dur. Il y a des jours, c'est hyper dur. Hein. Mais voilà, je me suis pas posé la question. Un jour, en fait, pour répondre à ta question un peu plus précisément, j'ai eu un article dans la presse qui m'a généré les 100 000 dollars dont je parlais avant. Et là, je me suis dit, bon, j'ai 100 000 dollars sur le compte en banque. Ah, ça me fait tenir quand même un petit peu de temps. Je vais démissionner parce que j'écoutais aussi des podcasts et je lisais des livres et tout ça et ils disaient tous qu'il fallait y aller à 100%, sinon ça va jamais se développer. Donc voilà, donc j'ai quitté mon boulot
Et puis, du jour au lendemain, voilà, je me suis lancé. Alors ici, il faut savoir qu'il y a, et c'est la même chose que pour toi en Thaïlande ou en Asie, ou ailleurs qu'en France ou en Suisse, il n'y a pas de chômage. Donc en France, il y a un peu ce côté où il y avait le chômage. Moi, je n'ai jamais touché de ma vie, mais je connais le concept quand même, où pendant un petit moment, tu reçois de l'argent et ça te donne une certaine sécurité. Ici, ça n'existe pas. Le jour au lendemain, tu arrêtes de bosser ou tu te fais virer. Ben, c'est à toi de chercher du boulot rapidement parce que sinon, il y a personne qui va t'aider. Hein. Il y a rien ici. Hein. Donc voilà. Donc, il y avait $100 000 sur le compte en banque. Je me suis dit, au pire des cas, j'arrive à payer le loyer quand même un petit peu. Et hop, on y va. Et j'ai jamais noté. C'est quoi l'avant-après pour ça au niveau de tout ce qui est gestion du temps? Je pense qu'une des questions, tu avais un job qui devait quand même être assez demandeur. En parallèle, tu développais cette boîte avec un grand succès. Comment est-ce que tu arrivais à... Comment est-ce que tu gérais ton temps et comment est-ce que tu t'organisais pour pouvoir faire les deux en parallèle? Alors, je me lève hyper tôt. Donc là, déjà, c'est bien parce que j'ai un petit avantage. Je peux bosser avant d'aller au taf. Ensuite, au taf, tu mets ton téléphone sur silence. Et moi, je prends jamais de pause, je fume pas, je bois pas de café. Donc voilà, tu te permets de temps en temps de répondre à un email. Alors, à la pause de midi, il y a pas grand-chose non plus. Prendre un sandwich et puis tu bosses pendant 1 heure. Et puis après, je finis jamais trop tard. J'ai toujours été jamais été un gars qui terminait tard. C'est pas mon truc de terminer tard. Et donc je rentrais à la maison et puis je m'occupais des enfants. Et puis après, une fois que les enfants sont au lit, tu travailles. Et puis après, ça continue comme ça. Il faut du sport pour tenir un peu. Voilà, il y a plein de choses après qui viennent autour de ça, la méditation. Enfin bref, il y a plein de choses, mais toujours, voilà, ça c'est le rythme un peu qui était le mien. Et tu estimes que, à la louche, hein, combien d'heures par semaine tu arrivais à caler sur ton business en ayant un job à plein temps? Allez, on va dire, je pense une vingtaine d'heures. Ouais. Donc, ça permet de faire beaucoup de progrès, quoi. C'est déjà bien, bien, bien solide pour pouvoir, tu peux accomplir pas mal de choses. Est-ce qu'il y a une certaine discipline que tu t'imposais? Je pense notamment à la sélection des tâches, des choses que tu avais identifiées comme étant les plus importantes et que tu devais faire absolument. Par exemple, dans tout ce qui est, tu vois, tous les gens qui ont des clients, il y a certaines personnes, notamment Dan Kennedy, il y avait un truc comme ça, où il s'impose chaque jour de passer au moins 1 heure dans une activité qui génère des clients. Même s'il a déjà plus de clients qu'il peut en gérer, il s'impose de tous les jours faire une activité qui génère des clients parce que pour lui, c'est une bonne discipline. Tu vois. Est-ce que pour toi, il y avait un équivalent ou des tâches que tu jugeais comme étant nécessairement prioritaires par rapport à d'autres, sachant que tu as un capital de 20 heures par semaine à allouer? Comment est-ce que tu réfléchis à ça? Écoute, c'est une bonne question. J'ai pas trop réfléchi. Je pense que j'étais vraiment à éteindre les feux à droite à gauche mais toujours à pousser la petite boule. J'aime bien l'image tu sais, la beetle là qui pousse la grosse boule de caca là. Et il la pousse et elle devient de plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. Et puis tu montes en haut, c'est dur. Et puis tu descends, ça va vite et c'est facile. Et voilà, c'est un peu ça quoi. Tu Ouais. pousses, tu pousses, tu pousses et c'est qu'elle grossisse la boule quoi. Et c'est tous les jours, par contre, ce que je me dis en tête, c'est tous les jours, je dois faire quelque chose pour faire progresser la boîte. Donc, c'est pas juste gérer le présent, il faut toujours faire un truc qui fasse progresser. Au moins un, j'espère plus, quoi, mais au moins un, parce que sur 10 que tu lances, 10 graines que tu plantes, il y en a peut-être une qui va donner un bel arbre et à 9 qui donne rien. Donc, il faut plus qu'une, quoi. Faut en lancer, faut en planter des graines, quoi. Donc, par exemple, au-delà de ce dont tu as déjà parlé, c'est quoi le genre de graine qui, toi, a eu un gros impact sur l'entreprise, au-delà de ce dont on a déjà parlé, donc l'opéra, etc., le journal? Le RP, clairement, les contacts avec les clients finaux, ce que j'ai vendu en ligne au début. Donc c'était à l'époque. Donc, ça marche comment? Là, tu leur envoies des emails, tu les appelles, comment est-ce que tu prends contact avec eux? Qu'est-ce que tu leur dis? Non, à l'époque c'était Facebook, donc Facebook Ads et voilà quoi. Et puis récupérer du trafic, mais ça a toujours été plutôt le RP qui boum m'amène un boost et puis après là tu as plein d'emails et puis nanana. Et voilà.
Est-ce que tu as... Trouver des magasins, ça c'est le plus important, trouver des magasins. Dans tout ce qui est presse, dans quelle mesure est-ce que c'est eux qui te contactent? Dans quelle mesure est-ce que toi, tu vas les chercher? Alors, il faut plutôt aller les chercher. C'est moi qui t'ai contacté, Stan, et c'est moi qui, voilà, je contacte. J'ai aussi quelqu'un qui s'occupe du RP pour moi, qui s'appelle Steve, qui est l'ancien rédacteur en chef du Executive Style, pardon, en Australie, qui est ça fait pas du Sydney Morning Herald, mais c'est un média haut de gamme en Australie, et c'était le rédacteur en chef, et maintenant il s'occupe de Mercedes-Benz et de Bosel. Donc voilà, donc quelqu'un comme ça de cette pointure, c'est un peu plus facile d'arriver en face des journalistes. Donc voilà. Donc là, tu as mentionné la personne qui s'occupe de tout ce qui est presse. Tu peux nous donner un peu une idée d'aujourd'hui à quoi ressemble ton organisation? T'as quelle personne, à quel poste, combien ils sont? Alors, j'avais plus de gens avant et j'apprends de plus en plus moi-même. Je me rends compte que c'est hyper simple de faire beaucoup de choses soi-même et ça évite beaucoup de stress, beaucoup de temps perdu à expliquer. Et bref, je fais beaucoup de choses moi-même maintenant. Et alors j'ai quelqu'un qui m'aide au niveau du RP. J'ai quelqu'un qui m'aide pour tout ce qui est paid ads. J'ai quelqu'un qui m'aide pour le social media. J'ai quelqu'un qui m'aide, qui va me donner des idées pour le site internet, pour le graphisme. Donc voilà, j'ai quand même de l'aide et bien sûr la production de l'autre côté. J'ai un distributeur qui s'occupe de l'Australie, donc il y a un distributeur qui s'occupe de plusieurs marques, dont Bosel. Et j'ai une société qui s'occupe de tout le bespoke, avec qui on a un contrat, qui s'occupe de Ciné Opera House. On est en train de faire une montre pour un collège privé ici, de très huppé, où les gens vont pouvoir acheter une montre avec un petit peu du sol de l'endroit. T'imagines Harry Potter, l'école de Harry Potter pour les gens très riches en Australie. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc ça, il s'occupe de ça. Donc voilà, j'ai outsourcé une société et j'ai personne, j'ai pas d'employé, c'est tout. On travaille tous ensemble. Mon distributeur aux États-Unis, on se parle tous les jours. On se parle tous les jours, quoi. C'est comme si j'avais une équipe, mais décentralisée. Et tu leur parles par quel moyen? Slack, ça marche bien. WhatsApp, bien sûr. Et puis pour les calls, FaceTime. Tu passes quel pourcentage de ton temps à communiquer avec cette équipe? C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, c'est 2-3 heures par jour. Et le reste du temps, comment est-ce que tu répartirais ton temps? Développement, donc contact avec potentiels futurs clients, vente. C'est vraiment d'abord la vente, et puis après le reste, quand j'ai un peu de temps, mais c'est d'abord la vente, et puis si je dois faire du marketing, je vais en faire un petit peu, la production, je vais en faire un petit peu. Et quand même, ce que j'aime faire, mais que je ne fais que peut-être même pas 5%, c'est la création. Et c'est dessiner, c'est penser au futur modèle, c'est quelle est la tendance, comment est-ce que je peux l'adapter à la sauce Bosel. Et ça, je passe pas assez de temps, quoi. Il faudrait. Là, je suis arrivé à un cap où il me faudrait un general manager qui s'occupe de tout ce côté business. Et moi, je m'occupe que du création de contenu, création de montres, développement de la marque, vraiment tout le côté créatif. Là, j'en suis arrivé à ce point-là. Donc, j'espère que dans les 6 mois qui viennent, ça va se réaliser. Et dans ce cas-là, dans le scénario où tu arriveras à recruter un general manager, qui s'occupe de la vente? C'est toujours toi ou est-ce que ça devient quelqu'un d'autre? Non, mais ce serait lui, un general manager vente, quoi. Ce serait vraiment vente. Tout le reste, c'est pratiquement rien, tu vois. S'il y a quelqu'un qui s'occupe des ventes, s'occupe de tout le reste, et moi je m'occupe du marketing, ouais. C'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Ouais. Parce que la partie production est entièrement sous-traitée, donc au final, le levier, on va dire, c'est vraiment, j'imagine, être dans les magasins, numéro 1 et numéro 2, peut-être qu'on pourrait appeler la marque, quoi, l'image de marque.
Exactement. C'est ça? Mmh. Et vente en ligne, ça se développe de plus en plus quand Ouais. même, et les gens sont de plus en plus confortables à acheter une montre à 1 000 $ en ligne, et ils commencent à connaître la marque et un peu de respect. Enfin bref, donc j'en vends pas mal et en ligne. Intéressant. Et tu dis que les gens sont de plus en plus confortables pour acheter une montre en ligne. Est-ce que tu penses qu'ils l'ont déjà vue en magasin ou c'est vraiment, sur la pure force de la marque qu'ils vont se dire: «Tiens, cette montre me plaît bien»? Parce que tu as des photos, mais les photos, ça te permet pas de voir comment elle va ressembler sur toi et il y a un côté où tu vois pas l'objet. Comment est-ce que tu réfléchis à ça? Sur l'idée de comment est-ce que vendre un produit, heu, haut de gamme en ligne? Je pense qu'ils font pas trop attention, en fait, ceux qui m'achètent la montre en ligne. Je pense qu'ils se disent juste, ah, j'ai entendu parler de cette marque et j'ai un copain qui m'en a peut-être parlé, donc j'ai déjà une bonne confiance. J'ai peut-être vu sur le poignet de quelqu'un. J'ai lu un article qui en parlait, j'ai vu une vidéo, j'en sais rien, j'ai vu un truc sur social media. J'arrive devant, ok, j'ai un peu d'argent, je suis assez confortable dans ma vie quand même, tu vois, allez hop, j'achète ce monde, je soutiens une boîte australienne, je suis australien. Ouais, le processus d'achat est assez naturel. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais des gens qui ont acheté une montre? Une fois que la personne a fait un premier achat, est-ce que tu as des idées sur comment est-ce que tu ferais pour, leur vendre d'autres choses? Ou est-ce que tu as un back-end là-dessus? Comment ça fonctionne chez toi? Oui, ben, Mailchimp qui va leur envoyer un petit email après 6 mois, savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'ils aiment bien la montre. Et puis après un an, il y a l'anniversaire, il y a après un an de dire bah tiens, un petit coupon pour si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. Après 2 ans, c'est le temps de racheter une autre montre. Enfin bref, oui, il y a de l'automatisation pardon qui se fait comme ça, mais c'est pas encore assez performant. C'est le tout début. Donc là, je peux m'améliorer. D'ailleurs, j'avais entendu un podcast chez toi, Sébastien Tellier, À qui Tissier, ouais. m'avait Laetitia, Ouais, pardon, qui m'avait ouais. beaucoup. Sébastien Tellier, c'est de la musique, non? Je sais L'invité. pas. Ouais, c'est pas L'invité. Et, en fait, ouais, ça a l'air bien là avec le Black Ouais, Hat. Black Hat Marketing. Mmh. Ouais. Ouais, lui, il est pointu effectivement là-dessus. Non, j'y pense non, non, parce que mes prochaines questions, je voulais voir avec toi, c'était le futur de la boîte et je me dis, quand tu as installé une marque comme ça, tu dois avoir plein de leviers, d'autres produits ou d'autres directions dans lesquelles tu pourrais aller. Je me demande si, c'est quelque chose auquel tu penses ou en tout cas, comment est-ce que tu vois le futur, mettons, tu vois, sur 3 à 5 ans, heu, de la marque? Bah oui, clairement. Moi, mon ambition, c'est de devenir une marque de luxe australienne. Ça commence avec les montres, mais on a tellement de belles choses à vendre en Australie. Quand tu penses à l'Australie, tu penses au soleil, le bleu du ciel, le rouge au côté du soleil, les lunettes de soleil, ça ferait sens. Et puis tout ce qui est cuir, on a du cuir absolument magnifique, cuir de kangourou, enfin, du cuir très beau en Australie. Donc tout ce qui est cuir et bagagerie, pourquoi pas. Bref, il y a beaucoup de choses, mais quand même rester concentré sur les montres, développer et qu'on soit connu pour de la très bonne qualité avec les montres, pour qu'ensuite les gens soient confortables d'acheter le reste en disant que c'est la même qualité. C'est une question que je me pose, c'est à quel moment est-ce que tu diversifies un peu ton offre, au risque de perdre cette concentration que tu avais au départ sur ton produit d'origine qui te permettait d'être le meilleur dans ce que tu faisais sur ce point-là? À quel moment est-ce que tu penses qu'il est pertinent de, mettons dans ton cas, tu vois, de lancer d'autres produits? Tu perds d'un certain point de vue la concentration sur ton produit d'origine, tu y gagnes la possibilité de faire levier sur ce que tu as déjà construit pour construire quelque chose d'autre. Est-ce que tu as qu'est-ce que tu penses de ça? À quel moment est-ce que tu penses qu'il faut faire cette, diversification? Et est-ce que pour toi, j'imagine que maintenant, c'est trop tôt, mais à quel moment est-ce que tu le feras? Bah écoute, je pense que, enfin, pour moi, il y a deux choses. Est-ce qu'on te le demande? Ouais. La réponse est oui. Moi, je suis très souvent en phase des clients où je suis tout le temps en train de parler avec les gens qui vendent mes montres, tout le temps. Et clairement, le feedback qui me remonte du terrain, c'est
les gens demandent pourquoi tu ferais pas un petit bracelet, un truc, machin. Hein. Moi, je l'ai vu, on me demande, ah, vous n'avez pas des bracelets aussi donc bref, il y a des choses comme ça qui reviennent, donc ça c'est bien. Après, il faut le bon moment au niveau du cash. Donc, est-ce que j'ai l'argent pour le faire aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, j'ai que l'argent pour les montres et voilà. Il m'en faudrait même peut-être plus. Donc, le jour où j'ai assez d'argent pour des montres, pour marketer les montres, faire de la pub et plus encore pour investir dans autre chose, ben, je le ferai. Mais aujourd'hui, on me le demande. Donc déjà, c'est bien. Donc, on va laisser patienter un peu tout le monde. Mais je pense que si on arrive dans un an avec un beau produit, tout le monde sera content. Ok. Donc, deux critères. Premièrement, est-ce qu'on te le demande? Deuxièmement, est-ce que tu as les ressources de le faire? J'imagine sans diluer déjà ce que tu fais, quoi. Est-ce que tu peux construire le deuxième truc à côté et qui puisse tenir debout? Exactement. Excellent. Je voudrais basculer sur les petites questions traditionnelles de fin de podcast. J'en ai 3. Le premier, c'est si tu devais donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais pas d'études. Fais pas d'études, sois bon, concentre-toi sur un truc et sois super bon. J'avais vu une interview, je vais faire mon jeune là, mais j'ai fait une interview de Orelsan il y a pas longtemps et il disait, moi, on me prenait pour un raté quoi. Je passais mon temps à faire de la musique, à jouer, à faire des choses, hein, mais je suis devenu super bon à ce que je fais et les gens ils se rendaient pas compte, ils me voyaient juste en pyjama à longueur de journée, mais ils se rendaient pas compte, je bossais mais comme un malade derrière et la preuve, aujourd'hui tout le monde s'en rend compte, c'est un génie quoi, au niveau ses paroles, son esprit, enfin bref, pas faire l'apologie de Orelsan mais j'adore et on voit que maintenant ça paye quoi et oui ça prend du temps mais entrepreneur à 35 ans comme je l'ai commencé ça prend aussi du temps, mais t'as déjà 35 ans et t'as plus de responsabilités et c'est plus difficile. Donc moi, si j'avais pu à 20 ans, mais je me serais lancé directement, j'aurais déménagé à Bangkok il y a 20 ans, t'imagines le bonheur. Tu aurais vécu pour 5 $ le jour et tu... Encore Ah, mais t'imagines quoi et c'est ce qu'un pote a fait d'ailleurs il y a 15 ans, et qui a très bien réussi. Mais c'est effectivement, voilà, donc voilà, c'est ça, c'est ma réponse. Super. Deuxième conseil, est-ce que tu as un livre que tu recommandes souvent? Ah ben carrément. Il est là et il s'appelle Eat That Frog. Frog. Tu le connais? Non, je le connais pas. Explique-nous un petit peu ce dont ça parle. Ah ben c'est pour tout entrepreneur doit lire ce livre. Je l'ai conseillé à beaucoup d'amis entrepreneurs qui m'ont tous remercié. Tous. Il n'y en a pas un qui m'a pas remercié. C'est hyper simple à lire. Je suis vraiment le plus nul lecteur du monde. Il n'y a pas beaucoup de pages, donc c'est super, c'est gros. Non, je rigole, mais c'est hyper simple à lire et à la fin de chaque chapitre, il va donner un petit exercice et tous les exercices sont pertinents du premier au dernier. Et tu te dis, mais oui, mais c'est tous les trucs qu'on sait en tant qu'entrepreneur. Il faut faire tous les dimanches soir, il faut planifier sa semaine assez précisément. Faut voir où tu veux arriver dans un an. Donc, qu'est-ce que tu veux dans un an? Est-ce que tu veux, par exemple, les gens qui vont écouter, ils veulent dans un an devenir entrepreneurs, ils veulent lâcher leur boulot dans un an. Donc, il faut qu'ils aient, pour eux, ils veulent 30 000 € sur leur compte en banque dans un an. Comme ça, ils arrêtent de bosser, ils se lancent à fond. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir 30 000 € sur ton compte en banque et après, tu le divises et tu le ramènes à la semaine. Et qu'est-ce que tu dois faire par semaine? D'abord au mois, aux 6 mois, au mois, à la semaine. Et qu'est-ce qu'il faut? Et puis Eat That Frog, c'est tous les jours en te levant, le truc qui te fait le plus chier dans ta liste, et une liste, et le truc qui est le plus difficile à faire dans ta liste, tu le fais en premier. Et il y a des gens c'est difficile pour eux de parler en public, donc ils vont faire ça en premier. Il y a des gens, pour eux, c'est difficile de contacter un acheteur, donc ils vont contacter leur acheteur, l'acheteur d'un magasin, et c'est difficile pour eux enfin bref, tu vois, tout le monde a quelque chose qui est un peu difficile pour soi,
le faire en premier le matin en se réveillant. C'est quoi pour toi en général cette chose la plus difficile? Pour moi, qu'est-ce que ça va être ça dépend, c'est cyclique. Il y a toujours un sujet qui te fait qui t'emmène un peu plus qu'un autre, quoi. Mais ça peut être des fois relancer. Ça m'embête. Ça m'embête bien. Relancer des clients pour qu'ils payent. Ça m'embête Ouais, bien. Ça, c'est le bon truc. Ça c'est un peu. J'aime pas. ouais, j'imagine. Troisième et dernière question, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Il y a pas de problème. Il y a que des solutions. Super. Euh, Merci Christophe. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Est-ce qu'on peut donner le lien vers ton site ou est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur ce que tu fais? Oui, écoute, sur mon site, c'est bien. Bosel, c'est BAUSELE.com. Et voilà, c'est ce que je fais. C'est regarder un peu les vidéos sur YouTube. On a des vidéos sympas. La dernière collaboration avec le Sydney Opera House. On a fait une montre avec un artiste de Sydney qui s'appelle Scott Marsh, qui était un graffiti artiste qui faisait des graffitis dans les tunnels à Sydney. Qui montre jamais son visage. T'as pas de photo de Scott Marsh. Il avait fait un mural il y a à peu près un an, un mur où il avait mis Kanye West, qui embrassait Kanye West. Et c'est un gros truc aux États-Unis et tout. Et Kanye, en fait, lui a payé $100 000 pour qu'il repeigne dessus. Et puis, il fait des trucs super, un peu politiquement incorrects en Australie. Il est absolument génial. C'est un gars que j'adore et avec qui on a fait une montre en collaboration. Voilà, donc je m'amuse à l'australienne. Ok. On mettra bien sûr, comme toujours, le lien dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent aller voir. Merci Christophe pour ton temps, c'était super. Et puis, j'espère je vais faire une nouvelle série maintenant. Je sais pas si tu as vu ça, probablement. Où je réinvite les gens 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard. Et j'aime bien voir parce que du coup, tu vois, là, on a mis toutes les bases de là où tu viens, ce que tu as fait, etc. Et on a vu un peu tes projets. Et ça serait génial de te reparler dans 2 ans et de voir euh, où est-ce que tu as le trajet parcouru, quoi. C'est le nouveau truc qui me fascine en ce moment. Voilà, c'est de voir l'évolution. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir pour les auditeurs d'ici quelques années. Mais carrément, j'ai entendu ce que tu faisais et effectivement, c'est un super concept et je me réjouis de parler avec toi dans 2 ans et qu'on fasse un point. Ça marche. Merci Christophe. Merci Stan. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a autant plu à l'écoute que moi, ça m'a plu à l'enregistrement. Avant de terminer, j'ai 2 petites choses à vous dire. On a vu dans cet épisode avec Christophe qu'il a pu réussir à monter son business en parallèle de son emploi à plein temps, en dégageant comme ça 20 heures par semaine, qu'il arrivait à investir sur les bonnes actions pour pouvoir développer son entreprise. Moi, c'est aussi un sujet auquel je pense beaucoup, notamment parce que j'ai, depuis quelques années, l'impression que les opportunités sur le web sont partout, qu'il y a toujours un nouveau créateur de contenu, un nouveau blogueur, un nouveau YouTuber, un nouvel entrepreneur qui nous parle de la nouvelle opportunité du siècle sur laquelle il faut absolument sauter. Et du coup, on se retrouve facilement tiraillé entre différentes idées, entre différents projets, entre les réseaux sociaux, la création de contenu, la prospection, la pub Facebook. Et au final, on ne sait plus vraiment où donner de la tête et on se retrouve avec des résultats qui sont pas terribles, ça décolle pas trop parce qu'on est dispersé sur 4-5 trucs différents. Et en fait, la capacité vraiment à pouvoir identifier quel est le point de levier central et où est-ce que vous allez vraiment investir votre temps pour faire la différence sur votre business et faire décoller les choses, c'est vraiment une compétence qui est centrale. Et pour ça, j'ai créé une formation vidéo gratuite sur ce sujet que vous pouvez retrouver à l'adresse marketingmania.fr/productif. C'est une formation qui parle de à la fois comment se motiver, à la fois comment développer cette éthique de travail qu'a Christophe, qui est de pouvoir bosser, soit se lever tôt le matin et bosser avant d'aller au travail, ou tout simplement trouver chaque semaine le temps de faire avancer votre business et le fait de faire chaque jour une action qui est importante pour développer votre entreprise. Et à la fois, c'est une formation qui parle de comment prioriser vos tâches, de comment planifier vos objectifs, de comment vous organiser pour accomplir des choses, comment combattre la procrastination et comment avancer plus efficacement vers vos objectifs. La formation est totalement gratuite.
Ça s'appelle Devenir un entrepreneur productif et vous pouvez la retrouver à l'adresse marketingmania.fr/productif. Deuxième petite chose à vous dire, Christophe, il avait cette compétence, il avait cette expertise sur les montres. Et il a pu faire levier sur cette expertise des montres pour développer son business derrière. Moi, personnellement, les montres, j'y connais pas grand-chose. En revanche, il y a vraiment une expertise que j'ai développée depuis 5-6 ans et c'est vraiment là-dessus que je me suis concentré. C'est comment et pourquoi est-ce que les gens achètent. Et notamment, comment est-ce que vous pouvez créer du contenu qui est gratuit, qui va faire que les gens ont envie de vous donner leur adresse email, qui va faire que plus tard, quand vous allez leur envoyer un email, ils vont avoir envie d'acheter. Pour moi, l'achat, c'est quand même un acte très fort. C'est la décision de quelqu'un de sortir sa carte bancaire et de se dire « je vais donner mon argent durement acquis à cette personne ». Et c'est une décision que les gens ne font pas à la légère. Et c'est quelque chose que j'ai passé mon temps à étudier. Et je pense que de la même manière que Christophe a pu rebondir sur sa connaissance des montres, parce que les gens ont toujours besoin de montres, les gens consomment toujours du contenu. Et si vous savez créer du contenu, si vous avez créé une audience, si vous avez créé une liste email, vous pouvez rebondir dans différents marchés, en Australie ou en France ou en Thaïlande, comme je vis actuellement, pour pouvoir développer un business et développer un nouveau revenu. Et donc, voilà, Christophe pourrait peut-être vous apprendre un jour dans une formation comment comprendre le business de la montre. En attendant, moi, je vous explique comment créer une audience qui achète pour ma formation qui est gratuite, une formation par email cette fois-ci, qui s'appelle du coup « Comment créer une audience qui achète ». Et vous pouvez retrouver cette formation à l'adresse marketingmania.fr/audience. Sur ce, merci d'avoir été avec moi jusqu'à la petite page de pub. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci d'écouter le podcast Marketing Mania. Les audiences du podcast n'ont jamais été aussi élevées, malgré mon rythme de publication qui est encore un petit peu chaotique, mais vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre sur les semaines à venir. Merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui continuent à me laisser des évaluations 5 étoiles sur leur application de podcast préférée, notamment Apple Podcast et iTunes. Ça m'aide énormément. Merci, merci, merci. Je m'arrête ici parce que je commence à fatiguer de ma longue journée. C'était un plaisir d'avoir pu présenter cette émission pour vous et je vous retrouve très bientôt sur le podcast Marketing Mania.